Bonjour à tous, c'est parti pour la deuxième étape du Tour de Marie-Galante. On devrait avoir Joby Barambe ou Pascal Abattant en direct de Grandbourg. Je sais que l'étape est en route, donc normalement aux environs de 12h40, ça devrait arriver, mais on n'a pas encore le résultat. En tout cas, nous vous saluons tous si vous êtes avec nous en direct du ZCL, même s'il pleut, même si la vigilance est à l'orange, la vie continue et nous sommes en direct aussi de RHT. Les titres de l'actualité, on va commencer tout de suite. Brevet des collèges, nouvelle formule, c'est parti. Aujourd'hui, les étudiants de troisième planche, mais enfin, il y a des nouveautés. On reviendra tout à l'heure avec le recteur en direct de Kermadec où il a donné le signal de départ. Signal de départ aussi, c'était hier pour Cinestar. Cinestar, c'est le nouveau complexe de cinéma de 10 salles ouvert hier et qui sera accessible au public à partir de cette semaine. On en parlera. Et puis, Miss Guadeloupe, Miss France, la préparation est intense en ce moment. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette élection. Sinon, aujourd'hui, nous allons recevoir, on devrait déjà avoir avec nous Jennifer Linon qui est responsable, qui est au conseil régional. Nous devons parler avec elle de la formation, mais nous voyons pas ça vous l'ayez. Et il peut pointer et nous attendre. On recevra aussi dans un instant l'auteur de cet ouvrage Chemin Charrette, c'est Jacqueline Grégo-Rémy qui sera aussi notre invitée. On parlera bien sûr cinéma, pas seulement de Cinestar, mais de la chronique cinéma avec Laurence Welch qui est prévue aussi vers 13h. Et puis on ira faire un tour au théâtre. Et c'est Hugues Pagési, auteur écrivain, mais aussi dramaturge, qui sera avec nous. Voilà un petit peu le profil de ce ZCL où je suis tout seul, mais c'est pas un problème. Mendy reviendra, elle est à Paris pour le festival, pour le carnaval, vous le savez, et donc nous aurons donc l'occasion de la revoir. Sinon, on va démarrer tout de suite avec le brevet des collèges, nouvelle version. Je vous l'ai dit, ce matin, le recteur s'est déplacé à de Kermadec, donner le signal de départ. Reportage tout de suite avec Maxime Morel. Je voulais rendre hommage aux collègues qui ont effectivement organisé les choses, dans la mesure où c'est un nouveau DNB qui est organisé avec ces nouvelles modalités. Et donc ça nécessite une attention très particulière et je sais que les collègues ont été très attentifs pour que les choses se passent le mieux possible pour nos élèves dans l'Académie de la Guadeloupe et en particulier ici. Ça s'est très bien passé en présence de monsieur le recteur, ça s'est très bien passé. Nous avons 76 élèves qui passent le brevet des collèges, 20 en brevet professionnel et 56 pour le DNB général. Il y a à la fois du contrôle continu et puis des examens terminaux. Je pense qu'il faut placer les élèves dans de bonnes conditions. C'est leur premier examen dans le cadre du cursus scolaire et ça les prépare après à mieux appréhender le baccalauréat. Et donc le fait qu'il y ait cette diversité d'épreuves avec des disciplines comme les mathématiques et les sciences, le français sur les épreuves avec un certain nombre de sujets, notamment sur une épreuve orale aussi qui s'est déjà déroulée dans le cadre des enseignements en pratique interdisciplinaire, c'est quelque chose qui place les élèves dans de bonnes conditions. Je pense qu'il ne faut pas négliger à la fois ce qui est fait dans le cadre du contrôle continu et ce qui est fait dans le cadre de l'examen terminal et de placer l'élève dans les conditions d'examen. C'est très important pour qu'il arrive à appréhender ce genre de dispositif, gérer le stress, parce qu'effectivement quand on vérifie que l'élève a bien maîtrisé toutes les compétences qui ont été distillées pendant tout le cycle du collège, notamment le cycle 4, ce qu'on appelle le cycle 4, c'est important qu'ils aient ce temps où ils se posent, ils prennent du recul pour pouvoir composer le mieux possible et pour qu'on soit en mesure de voir aussi quelles sont les compétences qui sont maîtrisées pour pouvoir après basculer au niveau du lycée. C'était ce brevet des collèges, c'était le bac, le brevet, tous ces jours-ci, ce sont des périodes d'examen. Justement, on va retourner à l'école, mais cette fois-ci à l'échelon inférieur, puisque nous revenons au challenge CM2. Effectivement, vous savez, avant d'entrer en 6e, il y a un passage obligé par le CM2, ce qu'on appelait jadis la 7e. Retour sur cette école avec Jeff Taylor pour le challenge reportage. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons, traîner à côté d'eux. Je suis fière, je suis contente.
très émue du travail aussi, parce que c'est une élève qui est très brillante, elle est sérieuse, elle est gentille. Donc voilà le résultat du travail. Là, franchement, je suis contente. Ben, ça me fait très plaisir, je ne m'attendais pas à ça et j'ai eu mon cadeau. C'est une tablette Galaxy Tablette E. Je pense que j'ai vraiment bien travaillé et que voilà, que je suis arrivée à mes bouts. Peut-on dire aujourd'hui que les enfants... Excusez-moi, mais nous en sommes à la 14e édition du Challenge CM2. Ce challenge, effectivement, récompense les enfants pour leurs bons résultats, leur bon comportement en classe, leur possibilité, enfin leur qualité à vivre ensemble. Donc c'est une vraie réussite cette année. Hein. Nous avons récompensé les meilleurs élèves. Hein. Ils ont reçu pour les premiers un billet d'avion, les seconds ont reçu une tablette, les troisièmes ont reçu un chèque de 150 € et les quatrièmes ont reçu un chèque de 100 €. Donc c'est une volonté politique d'accompagner ces jeunes élèves et donc récompenser tous les efforts fournis, récompenser également leurs parents hein, d'une certaine façon, puisqu'ils les accompagnent. Pour avoir un bon élève, il faut que les parents effectivement suivent leur enfant à la maison et avoir également un bon enseignant. Donc c'est tout cela que nous avons voulu récompenser cet après-midi à travers ce challenge CM2 de la ville de Bémao. J'étais très contente de sa réussite et également de sa bonne volonté. Donc c'est une enfant qui a beaucoup de mérite, qui travaille très bien à l'école et à ce niveau-là, j'ai pas de soucis. Donc voilà, je suis fière d'elle et j'espère qu'elle va continuer dans la lancée. Voilà, davantage à travailler encore plus et surtout je remercie également la municipalité de Bémao de pouvoir récompenser ses enfants pour l'année 2017. Et je tiens à ce que Coloris continue dans la bonne lancée. Les poèmes de Michel, les enfants ont des ailes pour voler. Oui, voilà, il est 12h49. Jennifer Linon de la région, conseillère régionale, sera avec nous tout à l'heure. Elle est un petit peu en retard. Ce sont des choses qui arrivent. Le timing n'est pas toujours respecté ces fois-là. Mais enfin bon, on va l'attendre. En attendant, on va continuer à dérouler l'actualité. Justement, Josette Bourrel-Lincertin, elle n'était pas en retard puisqu'elle était à Paris la semaine dernière en tournée, on peut dire officielle des ministères, comme sur l'oblige sa charge. Et Maurice Cessier, notre correspondant à Paris, l'a suivi au reportage, c'est tout de suite. Absolument. J'ai été reçue par Madame la ministre et j'ai trouvé en face de moi un ministre très engagé, très volontaire, qui se tient au courant des problèmes des Outre-mer, donc des problèmes de la Guadeloupe. Donc avec elle, j'ai balayé les problèmes qui sont le problème de l'eau. Il fallait obligatoirement que ce problème de l'eau soit mis sur la table. Elle en est très consciente. Le problème du CHU, avec un déficit il faut un accompagnement de l'État pour pouvoir mieux appréhender la sécurité des soins, mettre le patient au centre des préoccupations de l'hôpital. Et j'ai rappelé que nous avions un nouveau directeur avec une belle équipe de direction et une présidente de CME, Madame le professeur Duflo, très active. Et donc nous sommes sur la bonne voie, mais il nous faut obligatoirement un accompagnement. Et puis nous avons parlé du problème des déchets, du problème de l'égalité réelle et de tout ce qui accompagne cette égalité réelle. Et nous avons parlé avec elle des assises, puisque le président de la République a décidé de faire les assises des territoires d'outre-mer. Dans chaque région. Dans chaque région, mais moi aussi, je suis déjà depuis 3 mois, je mets en place les assises de la famille. Donc ces assises de la famille, les résultats que nous aurons en janvier prochain permettront aussi de venir alimenter les assises des territoires que Madame la ministre est chargée de mettre en place à la demande du chef de l'État. Donc un certain nombre de projets et un certain nombre de problèmes. Nous avons évoqué aussi le problème de Marie-Galante, le problème qu'il faudra à bras-le-corps prendre en charge, et un autre sujet qui était important
pour moi important, c'était le sujet de la SIG, puisque la SIG va aussi subir une mutation avec l'arrivée du SNI qui va prendre en charge une partie, je dirais, des actions de l'État. Donc, c'est en bonne voie. Elle est très, je dirais, au fait de nos problèmes, donc lui apporter un certain nombre de propositions, un certain nombre de sujets à traiter, de sujets délicats à traiter. Donc, vraiment un échange fructueux, un échange qui augure d'ailleurs vraiment des rencontres futures. Dès jeudi prochain, je reviendrai parce qu'à ce moment-là, elle va recevoir l'ensemble des parlementaires, l'ensemble des élus. 12h52, avant de prendre la page de pub, je vous rappelle que normalement nous devrions être en contact avec Pascal Labattant ou Joby Baram. Tous les deux sont sur le tour cycliste, le 41e tour cycliste de Marie-Galante, mais il n'y a pas crié, donc nous restons dans l'attente de savoir un peu qui remportera cette seconde étape de la grande boucle, de la grande galette. Voilà, il est 12h53, on prend une petite pause de pub, on va retrouver probablement d'ici là Jennifer Linon qui sera arrivée, et puis on parlera bien sûr cinéma, puisque notre chroniqueur cinéma sera aussi là, et puis ce sera l'occasion de parler du Ciné-Star, le nouveau complexe de cinéma qui a été créé aux Abîmes et qui a ouvert ses portes hier. Je vous le rappelle, 10 salles de cinéma. Donc à tout à l'heure, toujours en direct de RHT et de ZCL. C'est parti pour la pub. Voilà, il est exactement 13h01 dans le ZCN et aussi sur Radio Attention. On nous signale que tout à l'heure nous serons en direct avec Marie-Galante et le Tour cycliste, puisque c'est aussi depuis hier le 41e Tour cycliste de la Marie-Galante. Donc Joby ou bien Pascal Labattant va nous appeler et nous aurons l'occasion d'y revenir. Sinon, notre conseillère régionale chargée de la formation professionnelle est enfin arrivée. Elle a pu traverser les immenses embouteillages qui font que la circulation est difficile entre vieux habitants et notre studio, mais en fait, elle n'était même pas vieux habitants, vous étiez à Gouzier. Bonjour, Madame Linon. Bonjour, M. Zambronis. Tout à l'heure, on va parler aussi avec Jacqueline Gréco-Rémy. Je l'ai déjà dit, Chimène Charette. Elle va s'expliquer un petit peu sur ce roman que j'ai trouvé un petit peu complexe. Moi, enfin, c'est un point de vue. Et donc, je reviens tout de suite à Madame Linon. La formation professionnelle. Hier, le budget de la région a été validé. Pratiquement tout va bien. Vous avez suffisamment de fonds pour développer vos actions? Ce n'est pas le budget qui a été validé, c'est le compte administratif et le compte de gestion. Nous avons validé notre budget en avril dernier. Oui. Nous avons en tout cas 43 millions d'euros pour la formation professionnelle, oui, et 16 millions d'euros, dont en tout cas 16 millions d'euros pour l'alternance. Oui. Parce que vous savez que nous, Région Guadeloupe, en qualité de chef de file de la formation professionnelle, nous voulons axer sur les métiers d'avenir, mais aussi sur l'alternance, parce que les véritables, en tout cas, conditions d'employabilité sont aussi et surtout présentes dans l'alternance, c'est-à-dire la professionnalisation et l'apprentissage. Oui. Donc 43 millions d'euros. Maintenant, nous travaillons. Eh bien oui, c'est un budget qui a été équilibré, qui a été pensé avec différents acteurs, puisque vous savez que maintenant, en tout cas depuis la loi de 2014, nous faisons les choses de manière très concertée, puisqu'il est question d'une organisation quadripartite avec l'État, la région, mais aussi les organisations syndicales, à savoir les organisations patronales et pour les salariés également. Donc, nous avons un budget conséquent. Maintenant, nous avons mis en place une programmation en termes de formation professionnelle et je vous invite à m'inviter dans quelques temps pour pouvoir faire un bilan. C'est moi qui décide des invitations, madame. Bien sûr. Alors, je vais vous dire, quel va être l'axe fort de votre budget, enfin non pas de votre budget, de la formation, parce que vous savez,
les chiffres du chômage sont sortis il y a quelques jours. Ils ne sont pas très encourageants. Il y a encore beaucoup de chômeurs en Guadeloupe. Je ne pense pas que votre but c'est d'éradiquer le chômage. Personne ne pourra le faire 40%. Mais enfin, vous avez des axes forts. L'objectif pour nous est surtout d'axer sur les conditions d'employabilité. Nous travaillons en étroite collaboration, c'est vrai, avec l'État. Oui. Nous avons joué le jeu dans le cadre du plan 500 000, mais surtout, à travers de cela, nous avons pour objectif... Le plan 500 000. Oui. J'ai parlé du plan 500 000 formation. Oui. Où nous avons d'ailleurs eu un très beau, un objectif atteint, puisque nous avons réalisé nos 5316 formations supplémentaires. Et maintenant, il est question de rééquilibrage du territoire. Donc, bien sûr, à travers l'économie verte, l'économie bleue, mais c'est surtout rééquilibrer le territoire à travers justement les potentiels de chaque territoire. À Vieux-Habitants, il y a des potentialités. À Marie-Galante, il y en a d'autres. Par exemple, à Vieux-Habitants, nous avons mis en place 4 formations. Oui. La transformation des produits de la mer, la transformation des fruits et des légumes et les agents de restauration. Sans oublier, parce que nous avons... Vous avez oublié le café. Attendez, mais la transformation des produits du terroir. Mais sans oublier, bien sûr, parce que nous avons une population du Sud-Basse-Terre qui doit être axée sur le tourisme. Oui. Donc, nous avons mis en place aussi 2 actions, le perfectionnement de l'anglais et la remise à niveau de l'anglais. Je reviens vers vous dans une seconde, le temps de faire une petite incise vers Marie-Galante, puisque, je vous l'ai dit, notre correspondant de RHT est en direct depuis Grand-Bourg, je suppose. Joby, bonjour. Allô? Je ne l'entends pas, Zébris. Peut-être faut-il augmenter la puissance du retour. Non, il n'est pas là. J'entends la question. Vas-y, allez-y, Joby. Alors, où en sommes-nous? C'est terminé pour cette deuxième étape entre Cap-Esther et Cap-Esther. Dani, on a assisté franchement à une très belle étape qui était longue de 135 km avec beaucoup de rebondissements et surtout une belle victoire, celle de Kenny Jean-Jacques qui est sorti, on va dire, dans les 500 derniers mètres pour aller coiffer à la barbe le nouveau porteur du maillot jaune. Il s'agit donc de Michael Laurent qui, depuis, on va dire, le 30e kilomètre, était déjà visuel maillot jaune sur ce tour de Marie-Galante. Donc, Kenny Jean-Jacques qui, sans problème, s'est imposé ici à Cap-Esther. Il est vrai que dans la montée du Morne des Pères, la section s'est faite, on va dire, avec tous les costauds. Et parmi ces costauds, évidemment, il y avait Kenny Jean-Jacques qui, c'est vrai, remporte une belle victoire. Oui, une très belle victoire. Je suis très content pour cette victoire. Et c'est une victoire collective, c'est la victoire du team CCD. Et voilà. Voilà, donc Kenny Jean-Jacques, vous l'avez entendu, Dani qui remporte cette deuxième étape. Oui. Le deuxième, évidemment, le sprinter de la formation des Madina Bikeuse, Michael Laurent. Et à la troisième place, terminait Grégory Blondin pour la formation du VCG. Et le VCG qui a tout fait également pour remporter cette étape avec Dumont, avec Blondin ainsi que Cuillet. Mais malheureusement, il y avait quand même plus fort en la personne de Kenny Jean-Jacques qui a surpassé tout le monde aujourd'hui, alors qu'on attendait ou Gutiérrez ou voire même le cours de formation de sécurité Vargas, mais il est sorti, on va rappeler encore, dans les 700 derniers mètres et coiffer tout le monde sur la ligne d'arrivée. Alors, Joby, juste un mot, les 3 premiers au classement général. On n'a pas encore fait le calcul, mais en tout cas, le coureur des Madina Bikeuse, Michael Laurent, et on rappelle qu'hier, il est rentré avec 10 secondes de retard comparativement au porteur du maillot jaune, le néo-magantais Constantinov. Donc, ce garçon s'empare du maillot jaune. Le deuxième, je ne sais pas tout, puisque les calculs n'ont pas encore été faits. Par contre, au niveau du troisième, ce serait donc Blondin pour la formation du BCJ. Bien, peut-être en fin de ZCL, on reviendra vers vous, ou vers Pascal en tout cas, pour avoir des résultats plus précis. Et donc, on vous remercie de cette incise. Merci. Donc, j'oublie qu'on va retrouver peut-être à la fin du journal. Sinon, demain, dans la 3e étape. Alors, on revient vers Mme Linon. Vous voyez l'actualité sur son coup. Et vous étiez en train de nous expliquer qu'à Vieux-Habitants, je vous avais posé une question sur le café. Vous étiez en train de m'expliquer qu'à Vieux-Habitants, vous aviez un certain nombre d'axes que vous développiez. Alors, allez-y.
Eh bien, je disais que s'agissant de vieux habitants, puisque nous parlions de formation, et je disais que surtout l'objectif du Conseil régional était celui du rééquilibrage du territoire à travers surtout la formation professionnelle, puisque nous sommes chefs de file. Et je disais que nous avions, à titre d'exemple, ce que vous m'avez sollicité sur vieux habitants, mis en place 4 formations qui vont commencer là, à savoir celle de la transformation des produits de la mer, la transformation des fruits et des produits du terroir de la côte sous le vent, et puis ensuite nous avons mis en place 2 autres formations qui sont celles de la remise à niveau pour l'anglais et bien sûr du perfectionnement. Alors comme vous avez dit, c'est rééquilibrage du territoire, allons par exemple vers le Nord Grande Terre, qu'est-ce qu'il faut éviter? Sur le Nord Grande Terre, eh bien aujourd'hui même, on ne peut pas se multiplier, mais aujourd'hui, M. Jean-Philippe Courtois et M. Nelson sont justement, aujourd'hui, ils sont sur Anse-Bertrand, par exemple, où nous sommes en train de mettre un projet expérimental sur les fermes aquacoles. Et donc, mettre en place un chantier d'insertion pour permettre à des Guadeloupéens de s'approprier leur environnement, qu'il soit en termes de flore ou de faune. Et aujourd'hui, nous avons choisi l'aquaculture. Donc, c'est dire que le Conseil régional pense au Sud-Basse-Terre, mais au Nord-Grande-Terre. Et l'année dernière, par exemple, pour Marie-Galante, je profite d'ailleurs du tour cycliste de Marie-Galante pour le dire, nous avions lancé la semaine régionale de la formation professionnelle à Marie-Galante et nous avons de surcroît une antenne de Guadeloupe Formation sur Marie-Galante avec des actions de formation qui s'y développent. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que les autres îles du Sud sont oubliées? Terre de Haut, Terre de Bas et Désirade? Non, les autres îles ne sont pas oubliées. Nous avons sur Terre de Bas, l'école de la deuxième chance a ouvert une petite antenne parce que nous sommes frappés aussi par la double insularité. C'est une force, mais c'est aussi un handicap pour notre île, mais nous prenons cela comme une force. Et à Terre de Bas, par exemple, nous avons lancé déjà quelques actions avec l'école de la deuxième chance. Donc tout va bien. Tout va bien, mais tout devra aller encore mieux. Il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on a, il faut toujours aller plus loin. Alors, et en tout cas, c'est ce à quoi nous attachons. Vous travaillez avec justement les écoles de la deuxième chance? Parce que votre collègue, M. Courtois, on sait qu'il s'en occupe, mais compte tenu de vos compétences et du budget que vous avez, que lui n'a pas, comment vous arrivez à faire la transversalité? Eh bien, nous avons pensé les choses dès le début, puisque je suis présidente de la commission formation professionnelle en région. M. Courtois est mon premier vice-président. Tout à fait. Et moi, je suis également sa première vice-présidente à l'école de la deuxième chance. Donc, c'est dire que nous travaillons en étroite collaboration. Rien ne se passe à l'école de la deuxième chance sans que nous soyons, bien sûr, sans que je sois informée, puisque nous pensons les choses ensemble. Nous étions au conseil d'administration il y a quelques jours et nous allons en assemblée générale le 7 juillet prochain. Donc nous pensons les choses en étroite collaboration, mais surtout en continuité, parce que nous avons 2 bras armés. Guadeloupe Formation, qui est de la formation professionnelle, on va dire, plus classique. J'étais notre invité la semaine dernière. Voilà, puisque nous avons lancé notre programme de formation avec beaucoup de nouveautés. Avec beaucoup de retard aussi. Avec du retard, oui, parce qu'il fallait penser les choses avec le CPA-DFOP qui a été voté en décembre, mais aussi avec des fiches actions qu'il fallait adapter au territoire. Et puis ensuite, nous avons le R2C qui concerne un public plus restreint, c'est-à-dire le jeune public, et souvent un public en décrochage scolaire. Donc, bien sûr, il faut assurer cette complémentarité et faire en sorte que les jeunes qui sont à l'E2C, par exemple, assurent une continuité de parcours en allant à Guadeloupe Formation. Ou dans un autre centre. Alors justement, en parlant de Guadeloupe Formation et de l'alternance, puisque Guadeloupe Formation promeut un petit peu l'alternance, est-ce qu'il y a un petit problème de vouloir faire de l'alternance pendant la période estivale, pendant les périodes de vacances? Parce que les entreprises le plus souvent sont fermées ou en baisse d'effectifs ou même de fonctionnement. J'ai vu un programme de formation pendant juillet, août, septembre. Guadeloupe Formation ne fait pas de l'alternance. L'alternance, c'est plutôt des centres de formation dédiés à l'alternance, la professionnalisation. Quand même, et il propose des actions de formation, pas de l'alternance. Mais non, c'est-à-dire que de la temporalité. Nous sommes dans un pays où pendant le mois de juillet-août, les mois de juillet-août, où certes nous sommes dans une période de vacances d'été, les entreprises, des vacances, les grandes vacances, comme on appelle ça ici. Comme on appelle ça ici, bon, c'est une façon de parler, un abus de langage.
Mais en tout cas, ici, les entreprises n'arrêtent pas de travailler. Et nous avons des impératifs. Nous avons des impératifs, nous, qui est quand même ceux d'accompagner les jeunes pour qu'à la rentrée de septembre, ils puissent véritablement prendre justement un rythme qui soit adapté. Qui soit un rythme adapté. Et aujourd'hui, par exemple, lorsque vous allez dans un CFA, M. Zandronis, nous commençons en septembre, mais nous commençons aussi en décembre. Il n'y a pas de période particulière pour de la formation professionnelle. Nous faisons de la formation professionnelle tout au long de l'année, c'est-à-dire 12 mois sur 12, 24 heures sur 24, façon de parler encore, mais en tout cas, nous n'avons pas de période particulière. Et nous commençons, le plan 500 000 formations, en tout cas la prorogation du plan 500 000 formations, nous devions commencer au 30 juin 2017, et nous commencerons au 30 juin 2017. C'est un impératif partagé par l'État, par la région, et nous avons des objectifs à respecter, ils le seront. Non, je vous dis ça parce que j'ai eu le cas de 2 ou 3 stagiaires qui me disaient qu'on leur demande de prendre des emplois en alternance pendant la période estivale de vacances. Malheureusement, à cette période-là, les entreprises en sont en baisse d'effectifs et en baisse aussi de fonctionnement. Pas en alternance, c'est pas en alternance. Comment ils appellent ça? Guadeloupe Formation propose des actions de formation. Oui. Mais l'alternance est un circuit très particulier qui est réservé à des organismes agréés tels que les centres de formation des apprentis, les CFA. À Guadeloupe Formation, c'est pas du tout le même principe. Alors, étant précisé que nous adaptons aussi les heures de formation en fonction de la période des grandes vacances. Parce que c'est le mois de juillet, c'est le mois d'août. Certes, nous allons faire par exemple de la transformation des produits de la mer, mais nous allons aussi penser à la culture guadeloupéenne, par exemple, qui est celle du tour cycliste. Et il faut noter que les centres de formation ont le droit de faire une pause de 15 jours. Donc, ils vont pouvoir articuler là-dessus. Oui. Alors, autre chose, comment travailler avec le Pôle emploi? En étroite collaboration. J'étais tout à l'heure avec M. Hautebert, Jean-Paul Hautebert du Pôle emploi, et nous travaillons également avec le directeur régional, qui est M. Jules Stéphane. Pour tout vous dire, c'est le Pôle emploi qui nous a accompagnés sur le plan 500 000, parce que nous avions 5 316 formations supplémentaires à réaliser. Oui. Il est certain que la région seule ne pouvait pas y arriver. Nous avons donc décidé de travailler avec le Pôle emploi en leur confiant la réalisation de 3 000 actions de formation. Oui. L'objectif a été atteint. Aujourd'hui, nous travaillons au renouvellement de ce plan 500 000 et nous avons des réunions de travail quotidiennes. Vous avez vu la lettre ouverte de Élie Domota au Pôle Action, non, au Pôle Emploi? Non, pas encore. Vous n'avez pas vu qui propose un tournoi de football ces jours-ci alors que les gens sont au chômage et M. Domota disait que c'était presque inconvenant. Et que le Pôle emploi ne proposait rien d'autre que, au lieu de proposer des emplois, proposer un tournoi de football dans les jours qui viennent. Donc, je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur ça. En tout cas, votre action, au bout d'une année déjà, est-ce que vous pouvez faire un premier bilan? Vous êtes arrivé en décembre 2015, nous allons vers décembre 2017. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont beaucoup avancé? Nous sommes en train d'avancer. J'étais d'ailleurs, avant d'arriver sur votre plateau, d'où mon léger retard, en masterclass avec Opcalia, qui est un organisme paritaire qui collecte donc des taxes pour la formation professionnelle. Et nous avons donc réuni des centres de formation, des organismes de formation pour pointer du doigt des choses à améliorer, mais aussi pointer du doigt ce qui a fonctionné. Eh bien, nous sommes en train de parler de communication parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en décembre dernier, nous avions vu que les Guadeloupéens, puisque nous les avions sollicités, disaient que oui, les actions de formation existent, mais elles ne sont pas suffisamment connues. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus sur la réalisation de la semaine régionale de la formation professionnelle qui aura lieu la deuxième semaine du mois de septembre. Pourquoi? Période très bien choisie parce qu'il s'agit de la période de la rentrée. Et beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ou de moins jeunes n'ont pas encore d'orientation particulière. Donc nous avons choisi cette année-là. Donc le premier bilan en tout cas de la semaine régionale de la formation professionnelle était bon, mais il était souhaitable d'associer encore plus de partenaires. C'est pour ça que nous allons jouer le jeu avec d'autres centres, puisque la première année nous avions axé sur l'apprentissage, donc uniquement les 8 CFA de la Guadeloupe, mais maintenant
nous ouvrons, et nous ouvrons bien sûr à la mission locale, nous ouvrons aussi aux travailleurs handicapés, parce qu'il faut aussi former les personnes en situation de handicap. Nous ouvrons aussi au SPIP, au service au SPIP, le service pour l'insertion, le service public pour l'insertion et l'approbation. C'est-à-dire toutes les personnes placées sous main de justice. Il y a des personnes qui sont en détention, qui ont besoin d'être formées. Nous avons mis en place des formations et nous avons aussi des personnes qui sont à l'extérieur, mais qui sont sous main de justice, c'est-à-dire sous contrôle judiciaire, sous surveillance électronique, et ces personnes-là aussi ont besoin d'accompagnement. Donc nous allons avoir une semaine régionale en septembre, qui sera l'occasion d'un bilan, mais l'occasion aussi de nous projeter, parce qu'il ne faut pas seulement penser à demain, mais surtout penser à après-demain. D'accord. Alors, on peut parler un petit peu politique quand même, Madame Milan. Bien sûr, absolument. Oui. Alors, il y a eu ces élections, on ne peut pas dire catastrophiques, mais enfin qui n'ont pas donné ce que vous souhaitiez. Comment vous analysez un petit peu ce qui s'est passé au niveau de votre député-maire, enfin votre... Pas député-maire, enfin il espérait être député. Je veux parler de M. Arbour. Pourquoi il n'a pas gagné, à votre avis? Eh bien, vous savez, M. Aramis Arbour s'est largement exprimé sur la question. Hein. Oui, mais il n'a pas. Pourquoi il n'a pas gagné? Il l'a dit clairement. Nous sommes arrivés au second tour. Oui. Au second tour, il y avait des soutiens espérés ou attendus qui ne sont pas arrivés avec des motivations. Je ne suis pas là pour dispenser des bons et des mauvais points. Non, chaque personne a sa motivation. En fin de course, vous avez un gagnant et une personne qui ne réussit pas. En l'occurrence, Aramis Arbour a expliqué, hein, il a pris conscience des choses, il a accepté la situation qui est la sienne. En tout cas, ce qu'il peut aussi souligner, c'est que les Abyssois lui ont largement soutenu, enfin lui ont largement une nouvelle fois octroyé une confiance. C'est normal. Ce qui est normal, mais c'est pas si normal que ça, parce que nous avions en face de nous un ancien. Non, il n'y a pas que Bouillante. Je ne suis pas là pour accorder des bons et des mauvais points, mais il y a eu d'autres communes qui n'ont pas forcément joué le jeu. La 4e circonscription, c'est 11 communes. Oui. Donc, il n'y a pas que Bouillante. Oui. Bouillante était là aussi. Bouillante avait un candidat qui était suppléant. Aujourd'hui, les choses sont faites. Les législatives sont derrière nous. Nous avons 4 députés. Nous espérons, en tout cas, j'espère très sincèrement que le travail sera optimal pour la Guadeloupe et pour la 4e circonscription. Et puis, nous ferons le bilan à l'issue du mandat. Et puis, j'espère aussi qu'il y aura des bilans intermédiaires. Dites-moi, vous souhaitez un jour être député de la Guadeloupe? Aujourd'hui, je ne me suis pas encore posé la question, mais pourquoi pas? Je vous la pose. Pourquoi pas être député? C'est quand même une tâche qui est importante. La Guadeloupe a besoin de tous ses enfants, des enfants à certains postes et d'autres à d'autres postes. Pourquoi pas un jour? Je ne me suis pas posé la question. Je vous réponds aujourd'hui. Oui, pourquoi pas? Dès qu'il s'agit de travailler pour la Guadeloupe, moi, je serai présente. D'accord, on le note. Juste une question qui n'a rien à voir. Vous allez souvent au cinéma? Oui, ça m'arrive ces jours-ci, un peu moins. Ouais. Vous irez au nouveau complexe de cinéma qui s'est ouvert hier? Pourquoi pas? Pour voir un peu? Non, parce qu'il n'y a pas de cinéma dans la région Côte-sur-le-Vent. C'est ça le problème. En Guadeloupe, moi je suis guadeloupéenne, je vais partout. À n'importe quelle heure, en tout cas dès que j'ai les moyens, je me déplace. Comme on dit, ou en toute sauce. Voilà, je suis là. D'accord. Je vous remercie en tout cas d'être venu, même avec un petit peu de retard. Et on apprécie toujours votre dynamisme quand on vous pose des questions, même pour vous embêter. Voilà, il est 13h21. On va avancer dans notre journal. On va recevoir Madame Grégo Rémy dans un instant, mais on va parler cinéma justement. On fait la transition puisque hier c'était l'ouverture de ce nouveau complexe de cinéma. Bon, c'est vrai que c'est moderne, c'est nouveau, etc. On verra les résultats d'ici 2 ou 3 mois. Est-ce que réellement les Guadeloupéens vont adhérer? Le reportage Anne-Elisabeth Arsen qui était là hier. Ça fait des années que nous nous battons avec André Sada pour maintenir ce projet. Depuis que je suis arrivé en 2008, des affaires de la commune, il a fallu se battre puisqu'il y avait des projets concurrents en CDAC, Commission départementale d'aménagement commercial. On a dû se battre pour que le projet soit maintenu, voit le jour, mais il fallait qu'il se réalise. Parce qu'on sait que le REX a du mal à satisfaire les besoins de l'agglomération pointoise, a fortiori de la Guadeloupe. Donc la ville des Abysses s'enorgueillit d'avoir pu permettre aux populations jeunes et moins jeunes, comme moi-même, de bénéficier de cinéma avec des écrans super géants, avec une technologie de pointe. Le Mustang
en matière technique au niveau du 7e art. Vraiment, je suis fier que ce projet soit aux abîmes. Donc dès cet après-midi, effectivement, 14h, les premiers films vont être diffusés avec une programmation éclectique. Ça va des blockbusters américains aux films français. On a également des films issus de la sélection du Festival de Cannes en ce moment, qui vont être donc diffusés jusqu'à demain, jeudi. Et vendredi, on aura déjà une nouvelle programmation, puisqu'effectivement les sorties seront ici en Guadeloupe, toujours le vendredi. Et on espère, au fil du temps, pouvoir se rapprocher des sorties nationales qui sont le mercredi. J'ai 4 enfants et souvent on a un petit peu de temps à tuer et vraiment ça fait plaisir d'avoir un aussi beau complexe pour emmener les enfants, voir les nouveaux dessins animés, voir les nouveaux films. Ça apporte du monde. Quand je suis rentrée, j'ai vu que c'était magnifique et c'est vrai que ça manque d'activité en Guadeloupe. Donc là, on est bien content qu'il y ait un beau cinéma qui ouvre. J'ai vu Wonder Woman et j'ai trouvé que c'était très bien. L'écran il est géant, donc on voit mieux ce qui se passe dans le film. Première impression très positive, le lieu est très très joli. Ça manquait vraiment ici en Guadeloupe, on sent qu'on va pouvoir y passer des bons moments, la salle est super, les fauteuils sont super. C'était une très bonne qualité de film, c'est vraiment la première fois que je vois ce type d'écran. Au niveau de la taille, c'est à peu près similaire à ce qu'on a pu voir dans les grandes salles de la Défense, mais la qualité de l'image est vraiment, vraiment très bonne selon moi, qui suis quand même assez amatrice de cinéma. Et le son est vraiment, vraiment très bon. On a l'impression de bouger avec l'image et c'est vraiment, vraiment très bien. Voilà, bon, on reçoit donc Madame Jacqueline Grégory-Rémy, auteure de son deuxième roman. Alors il y a eu un petit raté, bonjour Madame, il y a un petit raté pour le premier roman, on va rattraper ça avec le deuxième. Alors vous faites un roman qui a un titre créole, alors c'est assez rare d'ailleurs dans la bibliographie de M. Nestor, des romans avec un titre créole. Et quand on voit le titre, Chimé Charrette, effectivement, on est en droit de se poser la question, Kaki Chimé, Kaki Charrette là. Eh bien, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Oui, il y a tous les décailles ensemble. Oui. Chimé charrette, c'est un peu pas décollé, yo caille ensemble. Parce qu'on a chimé chien, chimé traversé, chimé charrette, on va ça là. Eh bien, figurez-vous que M. Androni, chimé charrette, c'est anti-chimé qui était existé dans anti-quartier si la Grande Terre. Et de Sainte-Anne. Et là, tant de titres là, ça, parce qu'on même à moitié à livre là, là, tant de chimé charrette, son cousin à moi qui était capable de ça. D'accord. Il était capable de raconter qu'en temps longtemps, il y a un petit chimé qui a passé tel côté. Oui. Et là, tant il dit ça, on te savent que c'était titre la santé. Alors, Madame Grégory-Rémy, vous avez vécu longtemps en France? Tout à fait. Alors, pratiquement toute mon enfance. Toute votre enfance? Oui. Ça vous a marqué au point que dans votre roman, on sent quand même un petit peu, quelquefois, un petit peu de nostalgie. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, vous ne l'avez pas acheté, comme on dit, que le roman était un peu compliqué, mais c'est vrai qu'il est un peu complexe. Au jeu des personnages, il ne faut pas perdre son fil quand on lit ce roman. Tout à fait. Vous imaginez bien qu'il ne fallait pas que je perde le mien. Oui. À l'écriture. Absolument. Effectivement. Bon, alors c'est une écriture assez souple, assez dynamique, il faut le dire, mais c'est la structure romanesque qui est un peu compliquée entre les personnages, à telle enseigne que quelquefois on est obligé de revenir en arrière pour comprendre ce que fait un tel par rapport à un tel, etc. Alors il y a un personnage qui est particulier, alors c'est cette Chimène. Chimène, c'est un peu vous. J'aime à dire que je suis un peu tous les personnages. Dans tous les personnages, qu'ils soient hommes ou femmes, il y a Jacqueline Grégory-Rémy dedans. Mais Chimène, je sens, en vous voyant, parce que je ne vous connaissais pas, en vous voyant, on sent quand même une similitude. Quand même. Peut-être c'est votre personnage préféré, non? Vous savez, ce roman-là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Chimé Charrette, c'est un petit chemin qui existait dans un petit quartier sur la Grande Terre. Oui. Et les gens qui ont lu le roman, parce que je l'ai diffusé un petit peu auprès des gens qui habitaient ce quartier, et ils ont cru reconnaître toutes sortes de personnages. Oui. Et quelqu'un m'a dit, Chimène, c'est ta mère. Ah, vous voyez, votre mère. Ah. Et voilà. Donc il y a un lien de parenté. Donc j'étais pas très loin. Moi, je crois que pour ceux qui écrivent, enfin pour ma part en tout cas,
il faut aller chercher l'inspiration quelque part. Ça vient pas de n'importe où. Oui. Ça vient du réel quelquefois. Ça vient souvent du réel. C'est une déclinaison du réel de manière. Effectivement, du réel qu'on déforme un petit peu, qu'on tord un peu pour faire correspondre à une trame. Mais effectivement, moi, j'aime bien écrire parce que ça donne du poids au personnage, ça donne du poids à l'histoire. Moi, j'aime bien m'appuyer sur du réel. Donc, effectivement, sur certains côtés, Chimène me ressemble, mais tout comme un autre personnage. Je vous dis ça parce que en parlant avec vous physiquement, bon, je ne sais pas quand vous avez fait Chimène si vous pensiez à vous, mais c'est vrai que en discutant comme ça avec vous, on sent comme une parenté, un lien de parenté. Ben, peut-être, hein, mais vous voyez le personnage Shelly qui existe en 1939. Oui, tout à fait. Il y a de moi aussi dans lui. Dans Monsieur Aquaba, le père de Shelly. Alors Aquaba, alors vous avez choisi un nom. Pourquoi vous avez choisi Aquaba? C'est un nom d'origine africaine d'ailleurs. Hein. Moi, Et c'est une famille qui existait en Guadeloupe. Tout à fait. Moi, tous les noms, toutes les références que je fais dans le roman, que ce soit au niveau historique, que ce soit au niveau des noms, prénoms, toponymique, tout existe. C'est-à-dire que moi, je suis... Matéliane, c'est quoi? Matéliane, c'est un quartier qui existe, oui. Matéliane existe, Belle Hôtesse existe. Donc, ce sont des choses vraiment, c'est situé, j'ai vraiment voulu situer son roman en Guadeloupe. Et contrairement à ce qu'on m'avait reproché pour mon premier roman, qui n'était pas situé du tout, je n'avais donné aucune indication. Pourquoi? Par choix, comme ça, parce que je voulais me concentrer sur les personnages et sur l'histoire des personnages. C'était une histoire qui me tenait à cœur. Donc là, j'ai donné beaucoup de détails. On peut reconnaître les endroits. Non, c'est vrai. Et beaucoup de personnes qui ont cru se reconnaître à travers les personnages. Alors, autre chose, c'est le côté historique de votre roman. Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes inspiré de travaux réels de Jean de Sainte-Anne. Je vais citer Eliane Sancerre. Pas seulement, parce que c'est pas une seule historienne qui peut me dire. Non, vous êtes inspiré d'historiens, on va dire au pluriel. Exactement. J'ai interrogé aussi des personnes âgées. Par exemple, vous allez trouver dans le roman un personnage qui s'appelle Mignonnette. Oui, tout à fait. Qui habite un quartier de Sainte-Anne, que j'ai interrogé. C'est un personnage réel, ça. Elle existe. Il faudra en faire un film, alors, de ce roman. Mais vous ne faites pas si bien dire, parce que il y a une personne qui a lu le roman et qui m'a dit, mais vous avez écrit le scénario d'un film. Tout à fait, ça ressemble à un scénario. Dans ce sens que c'est complexe. Je lance un appel, en tout cas. Il y a beaucoup d'allers-retours, et puis entre les époques, la guerre, la réalité, etc. Je me suis beaucoup amusée à faire comme ça. Oui, c'est ça qui rend le roman. Alors, quand on dit complexe, il ne faut pas le prendre dans le sens négatif, c'est-à-dire complexe, c'est-à-dire qu'il y a des romans qui sont linéaires, et puis il y a des romans, au contraire, où il y a un va-et-vient permanent dans l'écriture, dans la situation historique, et c'est peut-être ça aussi le bon côté de ce roman. Mais en fait, moi, j'aime bien lire, j'aime à dire que j'aime lire, écrire des romans que j'aurais aimé lire. D'accord. Ça peut-être ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'aurais bien aimé lire un roman comme ça, donc j'aime bien me balader dans les livres, j'aime bien faire ce retour en arrière dont vous avez parlé tout à l'heure. Les flashbacks réguliers. Voilà, j'aime beaucoup ça, donc j'écris comme ça. Après, il y a un public pour ça ou pas. Alors, c'est l'avant-dernière question, je pose juste cette question-là aux écrivains qui viennent ici. Pourquoi vous écrivez ? J'aime écrire d'abord parce que je crois que j'aime raconter des histoires et j'aime créer des personnages et les mettre dans des situations pour voir ce qu'ils vont faire. D'accord. J'aime créer des scénarios, j'aime rédiger. Donc ça veut dire que vous avez déjà un autre roman en chantier. Et je suis en train d'écrire effectivement un troisième roman. Alors quelle relation? Alors le premier, je ne l'ai pas, mais quelle relation entre ces deux romans? Puisque le premier, vous disiez tout à l'heure qu'il n'était pas situé géographiquement ni peut-être historiquement. Celui-là, il est bien ancré dans une réalité et même avec des touches vers la Martinique, même s'il n'est pas entre guillemets martiniquais, des petites touches, enfin des regards, on va dire. Je peux m'exprimer là-dessus si vous m'accordez quelques secondes. Je vous accorde effectivement, je suis obligée parce que de faire référence à la Martinique parce que c'est une histoire, le Tansorin. Oui, oui. Et la minérale Robert là-bas. C'est pas une histoire qui a concerné que la Guadeloupe. Tout à fait. On parle de Tansorin en Guadeloupe, mais l'équivalent Martinique, c'est en Robert. Oui, oui. Et si à ce moment-là, peut-être d'autres personnes penseront comme vous que le roman est plus martiniquais que guadeloupéen. Non, je n'ai pas dit qu'il est plus martiniquais. Il y a des incises vers la Martinique. Mais forcément. Alors, donc, moi, je vais dire à ça que dans ce cas-là aussi, on peut parler de français, de l'hexagone, de la métropole, parce que
c'est tout un enchaînement. Il y a Hitler, on peut parler, je parle de l'Allemagne aussi. Tout à fait, il y a Hitler, il y a Pétain. Oui. Ensuite, il y a l'amiral Robert et il y a en dernière chaîne, il y a le gouverneur Saurin. Donc tout est lié, je suis obligée de faire référence à tous ces personnages. Alors donc la dernière question, ça veut dire que votre prochain roman sera un peu la suite, on va retrouver ces personnages ou alors, non, pas du tout, non. Ils sont tous morts là, enfin je veux dire, c'est fini, c'est un roman qui se termine là? Oui, c'est ce que je vous dis aujourd'hui, mais voyez par exemple, vous m'avez posé la question tout à l'heure, quel lien il y a entre les deux? Il n'y a pas de lien entre celui-ci, Chimène Charette, et Des étrangers dans mon miroir. Maintenant, je n'avais pas pensé non plus faire une suite à Des étrangers dans mon miroir, bien que j'avais senti qu'il y avait des personnages que je pouvais pousser un petit peu plus. Et bon, les lecteurs m'ont dit oui, on veut savoir ce que devient tel personnage. Donc le troisième roman que je suis en train d'écrire actuellement est la suite Des étrangers dans mon miroir. Donc il va falloir que je lise le premier. En tout cas, je vous remercie, Jacqueline Grégory d'être venue. Je rappelle donc que ce roman, Chimène Charette, il est en vente, édition Nestor. Signature prévue ces jours-ci, non? J'ai été en signature la semaine dernière à la librairie antillaise de Destreland et il y a d'autres dates qui vont venir. Bien, je vous remercie d'être venu. En tout cas, il est 13h33. On va prendre la deuxième pause de publicité. On va retrouver tout à l'heure Hugues Pagési qui vient de parler de sa pièce qui va être jouée au Lamentin le 7, et puis Laurence Welch avec elle on va parler cinéma avec ça bien sûr. À tout à l'heure. Voilà, il est 13h40, dernier retour sur le plateau du ZCL. On va parler cinéma puis théâtre. Comment est-on maillé? C'est la pièce de Hugues Pagési qu'on va recevoir tout à l'heure avec deux comédiens qu'on connaît plus ou moins. Et puis, on va parler cinéma avec Laurence Welch. Bonjour. Bonjour, Danick. Et donc, il y a des incontournables. Et oui, ça y est, nous sommes en vacances. Donc, les incontournables, les films j'ai apprécié que vous ne dites pas que nous sommes en été. Merci. Ah non, mais non, l'été, c'est toute l'année chez nous. Nous, en été, on va comprendre ça. Bon, alors. Non, nous sommes en vacances, donc vous allez profiter de la plage, mais aussi du cinéma. Et nous avons donc les incontournables du mois de juillet, ce que j'appelle les films qu'il faut absolument voir pendant ces vacances. Donc, comme j'ai une âme d'enfant, je vais faire honneur aux enfants avec... D'abord, oui. Alors, Danick, si je vous dis Gru et Lucie. Ouais, je suis coulé là. Je vous dis les mignons. Coulé toujours. Oh là là, la prochaine fois, j'emmène votre fille avec moi. Ah ben, j'ai pas l'impression qu'il faudra Asia pouvoir répondre, mais moi, ça va être difficile pour moi. Et oui, donc nous aurons au mois de juillet le troisième opus du film Moi, moche et méchant. Ah, quand même, et oui, donc on se rappelle du méchant qui avait autour de lui des centaines de petits mignons au langage indescriptible. Voilà, donc ils sont de retour, ils vont nous faire plaisir. Les enfants ont beaucoup adoré ce film qui est sorti en 2010. Là, il revient, il a rencontré dans le deuxième épisode une jeune espionne qui s'appelait Lucie, dont il est tombé amoureux. Et donc, dans ce troisième opus, il va mener des missions avec elle et surtout, il va rencontrer son jumeau. Et donc là, on va partir dans une série d'aventures, toujours aussi magnifiques, avec les mignons. Donc, vous pouvez découvrir au cinéma dès le 5 juillet. Je ne vais pas en dire plus et je vais vous laisser regarder la bande-annonce. Tout à fait, je vais redécouvrir ça. Down, turn around, show me what you got. You a pow pow juggernaut. Take it up a notch. Oh my God, wow, take 'em out. Let me take a shot. I'ma sit down, get a drink, let you work it out. Step back. Wow, illumination. Musique. C'est une sorte de monstre? Non, ce n'est pas un monstre. C'est un homme qui porte des épaulettes. Il n'y a qu'un super méchant dont le sens de la mode est aussi ringard. Balthazar Bratt. Je veux tous les agents sur les lieux immédiatement. Les agents Groussi sont en approche. Oui. Attends, quoi? Comment tu nous as appelés? Groussi, tu sais, Grou et Lucie, nos deux noms mélangés. Groussi. Ça me plaît, mais pas trop. Ça me plaît pas. Il s'échappe. C'est ce qu'il croit. Tiens-toi prêt. Prêt à quoi?
Bonjour, Gou. Oh, et ça? Quoi? Oh, les filles! Oh. Combat de danse. C'est pas fini. Happy birthday to you, Dan. Happy birthday to you. Who's bad? Le deuxième incontournable, qu'est-ce que c'est? Alors, juste une petite chose sur Moi Moche Méchant, vous pouvez le découvrir donc mercredi dans les salles. Le 5 juillet, mais il sera en avant-première ce dimanche à 16h30 au Cinéma Rex. Donc en avant-première. C'est un spécial alors? Dimanche 2 juillet, tout à fait, une avant-première. Donc n'hésitez pas à faire plaisir aux petits. Le deuxième incontournable du mois, donc Spider-Man. Donc vous connaissez tous des Spider-Man. Oui, vous allez me dire que vous en avez vu. C'est le 30e. Non. Alors c'est un remake en fait. En 2002-2007, on a découvert celui de Sam Raimi avec notamment Tobey Maguire. Et donc en 2010, on a découvert Amazing Spider-Man, donc avec Andrew Garfield. Et l'année dernière, dans Captain America, on a vu Tony Stark qui cherchait un super-héros justement pour l'aider à combattre Captain America, et on a vu un petit jeune apparaître qui s'appelait Spider-Man. Donc Tony Stark l'a équipé et là il a créé un nouveau Spider-Man avec c'est un nouveau celui-là. C'est un nouveau Spider-Man, exactement, avec un autre acteur qui s'appelle Tom Holland, qui est tout nouveau, qui n'a pas encore fait de film à part celui de l'année dernière dans Captain America. Et donc on part sous une nouvelle histoire. Ils l'ont rajeuni, étudiant. On le verra par la suite, notamment dans d'autres Marvel avec toute l'équipe. C'est une nouvelle série là. Donc on part sous une nouvelle série, et il a son aventure, les nouvelles aventures qui démarrent donc le 13 juillet, donc au cinéma le 13 juillet. C'est à découvrir, c'est à voir, c'est un peu dans la lignée des Marvel qu'on voit actuellement, Thor et tous les autres. Donc il ne faut pas rater ce rendez-vous de Spider-Man. On va essayer de ne pas le rater. On va voir un peu une bonne annonce. Wow, j'ai jamais vu un truc aussi mortel. C'est le plus beau jour de ma vie. Non, il y a Captain America. Wow, c'est qui le nouveau? Collant à toi. Faut que j'y aille. Je le garde, le costume? Évidemment, j'entre pas dedans. Ouais. Salut les gars, vous avez oublié le code de votre carte? Non, attendez. Vous êtes pas les vrais Avengers? C'est clair, Hulk vous a grillé. Bonsoir, Peter. Allô? Les lance-toiles possèdent 78 options de tir. Toile ricochet! Toile grenade! Wow, c'était mortel! Je te préviens, Spider-Man, ne me cherche pas. Sinon, je te tuerai. Toi et tous ceux que tu aimes. C'est bon, je gère. Sympa, ma nouvelle technique, hein? Au boulot. Oh! Tu le connais aussi? J'ai piqué son bouclier. Waouh! Mais après, il m'a tapé. Oui, Spider-Man, nouvelle série alors. Alors, incontournable, il y en a encore. Ah oui, il y en a un. Alors celui-là, vraiment, il est spectaculaire. C'est le dernier Luc Besson, Valérian et la Cité des 1000 planètes. Alors ça, c'est une BD. Hein. Je connais bien toute l'histoire de Valérian. Ah, très bien. Mais bien sûr, c'était nourri à ça. Et donc, ils ont décidé de faire Valérian. C'était fait par Mézières. Christian Mézières peut même vous dire beaucoup là-dessus. Et ils ont fait donc ce Valérian cinéma. Alors, je ne suis pas sûr que ça va donner. Parce qu'en général, quand il y a une BD qui se transfère au cinéma, quelquefois, c'est décevant. On verra. Oui, mais là, c'est Luc Besson.
Luc Besson, on connaît, c'est Taxi, c'est Le 5e élément, c'est Lucie. Et là, vous allez voir, mais les images sont vraiment impressionnantes. On a un mélange du 5e élément, d'Avatar, et on a l'impression d'être dans 20 000 lieues sous les mers. C'est vraiment magnifique. Beaucoup d'effets spéciaux. Beaucoup d'effets spéciaux. En 3D. Il sera en 3D. Oui. Beaucoup d'effets. Il a vraiment mis, il a fait une très grosse production autour. Donc sa production Robacop qui a mis des millions vraiment dans ce film. Pour lui, c'est une énorme production. Donc c'est vraiment le film à voir. Je ne sais pas, comme je vous dis, l'histoire, vous la connaissez très bien par la BD. On ne sait pas ce que ça va donner exactement au niveau du cinéma. Ça sort quand ? Ça sort le 27 juillet. Donc il faut absolument le voir. Je vous laisse découvrir quelques images parce qu'elles sont magnifiques. D'accord. Cette mission est simple et rapide. Agent Valérian, vous agirez seul. Je bosse qu'avec ma coéquipière. Salut. En tandem. On se tire. Vous avez quasiment 20 minutes de retard. Ouais, le temps passe vite quand on s'amuse. Bienvenue sur Alpha. La cité des 1000 planètes. Où pendant des centaines d'années, toutes les espèces ont partagé leurs connaissances et leur intelligence en harmonie. Un vrai paradis. C'est pas croyable. Après des siècles de paix et de prospérité, une force inconnue veut détruire tout ce que nous avons créé. Agent Valérian et Laureline, vous avez moins de 6 heures pour localiser la menace et l'éliminer. Allez, c'est parti. L'univers entier est contre nous. Nous voulons que tous les deux, vous soyez les gardiens de notre futur. T'es sûr de savoir ce que tu fais? Valérian, fais-moi confiance. Il reste combien de temps? Notre destinée est entre vos mains. C'est moi qui lui ai appris ça. Voilà, eh bien, on n'a pratiquement pas tout vu, mais vous pouvez comme nous dire 2 petits mots sur les prochains films sans qu'on voit toutes les bandes Voilà, annonces. donc en fait, juste 2 titres à retenir pour les vacances. Baby Driver, un film avec Jamie Foxx, avec course-poursuite de voiture, braquage de banque, la totale, vraiment un film d'action qui pourrait être vraiment une petite merveille à découvrir pour ces vacances. Et le Dunkirk de Christopher Nolan. Vous connaissez Christopher Nolan, c'est un grand réalisateur, il a fait Inception, il a fait The Dark Knight. Vraiment, quand il se met à la réalisation, c'est magnifique. Et c'est vrai que Dunkirk, c'est un film de guerre, mais quand il y a Christopher Nolan derrière et Tom Hardy comme acteur, moi je dis oui, il faut le voir. Faut valider. Alors, de toute manière, je pense que le dernier ZCL, c'est le 13 juillet. Vous aurez l'occasion de revenir pour parler du dernier film. J'espère. On l'espère aussi pour vous. En tout cas, merci d'être venu nous dire tout ça. On va passer du cinéma au théâtre. Là, c'est la scène vivante. Merci Hugues Pagési d'être venu nous voir. Alors, quittant, parlez-nous de Timothée Maillet là, ça, parce que c'est une pièce qui a tourné, qui va se jouer le 7 juillet au Lamentin. Bon, nous, Timothée 4 mois. Alors, début Comète en Noumaillé, c'est une comédie théâtrale, comme son nom l'indique. Humoristique, bien entendu, qui met en scène 4 personnages. Un mari, sa femme, leur fille. Lequel est le mari là? Alors le mari, c'est Benjamin. Benoît Benjamin. Oui. C'est Milo dans le film. Milo dans la pièce. Monsieur Milo. Monsieur Milo, oui. Bon, sa femme qui s'appelle Nicaise. Oui. Françoise Alpic. Oui. Leur fille, Juliette, 15 ans. Oui. Et l'amant supposé de la fille,
Monsieur Félicien. Ah, c'est pourquoi vous passez le même côté là. D'accord, je comprends maintenant. D'accord. Monsieur Félicien qui, dans la pièce, a 60 ans. Monsieur Arthur Hachi, qu'on connaît très bien. Voilà. Alors, le mari a une addiction au jeu de chevaux. Ah. Et bien évidemment, tout l'argent de la maison, du foyer, passe en chival. En chival, exactement. Monsieur et Arthur. Évidemment, c'est Milo quand même. Évidemment, madame n'est pas content. Ouais. Et fille a ni l'impression qu'elle n'a pas occupé d'elle. Alors, il a monté en histoire qu'on dit Chirac à bois d'abordesque. Oui, oui. Il a fait quoi? Qu'il a entendu un petit monde. Il est enceinte. Ah, évidemment, oui. En Casa, c'est la révolution. Surtout là, il a annoncé ça à Milo. Il a joué cheval là, il me semble assez strict quand même. Hein. Il peut faire tout ça, il voulait, mais les autres ne doivent faire grand-chose. Ouais. Donc, voilà. En gros, l'histoire. Ça dure combien de temps cette pièce? Ça dure 1h15. Alors, Milo, le personnage, comment vous avez fait pour entrer dedans? J'ai appris le texte. Oui. Et puis, je me suis imprégné après plusieurs répétitions, comme on a déjà joué plusieurs endroits. Et puis. Oui. Et c'est dur de jouer avec Hugues sous la direction de Hugues Pagési? Comment? C'est dur de jouer sous la direction de Hugues Pagési? Non, pas du tout. Il est cool? Très cool, quoi. Très cool. Oui. Alors, Arthur Hachi, alors tout ça, c'est des comédiens amateurs, il faut le dire. Hein. Oui. Vous n'êtes pas des professionnels, mais vous débrouillez pas mal. Alors, monsieur Hachi, comment vous êtes entré dans votre personnage d'amant? Moi, j'ai pas tellement eu de difficultés pour la simple raison que j'étais enseignant. Pardon? Non, rien. Donc, j'ai pas eu tellement de difficultés. Oui. Vous n'avez pas de difficultés? Non. Non. Et c'est un personnage qui vous plaît? Joue oui. Le rôle de l'amant qui met du désordre dans le ménage des autres? Peut-être pas tellement dans le rôle de l'amant, oui. Mais dans l'autre rôle qui est celui du proviseur, oui. Ah, d'accord. Parce que l'amant prétendu n'est autre que le proviseur. Il est le proviseur. Oui. Donc c'est là le dilemme de la pièce d'ailleurs. On attend l'amant. Et c'est là la morale aussi. Ah ouais, c'est la morale parce que c'est... Oui, c'est le côté moralisateur quand même. C'est une pièce très pédagogique. Très pédagogique. On rit, oui. D'accord, mais on ne rit pas bêtement. D'accord. On rit, mais avec le suspense, on attend pour voir ce vilain, cette espèce de pervers qui a mis enceinte une fille de 15 ans. Oui. Et on l'attend. Alors, on ne va pas tout dévoiler, mais oui. Pagési, bon, vous connaissez, vous avez été journaliste, vous êtes écrivain, vous avez écrit des romans qui mériteraient d'ailleurs, je pense à Colombie, qui mériterait d'être, ou bien l'autre roman, comment ça s'appelait, pas la Béquet, comment vous appelez, c'était roman... Ça dépend, il y a Cola, Béquet, voilà. Rendez-vous avec Dieu. Qui mériterait d'être tourné au cinéma. Alors, pourquoi vous faites l'écriture romanesque et la dramaturgie, c'est-à-dire le théâtre, pour vous, c'est la continuité de votre rôle d'écrivain? En fait, j'ai commencé par le théâtre d'abord. Ah, d'accord. Et j'ai bifurqué vers le roman. Oui. Et donc, vous revenez au théâtre? J'ai jamais quitté le théâtre, mais pour faire du théâtre, il faut trouver des comédiens. Oui. Et c'est pas facile. Parce que quelqu'un qui n'a jamais fait théâtre de sa vie, c'est très difficile de monter sur une scène parce que c'est pas comme au cinéma. On peut pas reprendre 10 fois. Hein. Oui. C'est-à-dire que on est le nez dans le guidon et puis lorsqu'on est sur scène... il n'y a pas de souffleur comme avant? Chez nous, on ne souffle plus. Il faut qu'il soit des merdes. Ah bon? Voilà. C'est vrai ça? Oui, il n'y a pas de souffleur. Il n'y a pas de souffleur. Donc il faut connaître son texte. Il faut connaître son texte. Ils le vivent. Ils le vivent et entrer dedans à fond. Ouais. Moi, c'est la poésie que je fais. J'ai fait la poésie. J'ai fait la poésie au départ. Et puis, M. Pagési m'a dit, et si on essayait à faire du théâtre? Et bien alors, je suis entré... J'ai pas cru que j'allais faire du théâtre. Oui. Au départ, j'ai pas cru. Mais maintenant, je suis dans mon rôle. Oui. Et vous allez continuer? On prépare notre texte. Déjà? Oui, on prépare notre lui, il est prolixe, ça. Je sais, quand Pagési a terminé un bouquin, il a déjà attaqué au moins 2 autres. Alors, donc, on prépare notre texte qui est en chemin, qui est plus démentiel. Il ne faut pas trop en dire. Il dit arrêtez pas de dire trop bitin, pas dévoiler bitin. On dit arrêtez qu'on est là. Mais Pagési, dites-moi un peu, c'est une facette de la société guadeloupéenne que vous décrivez dans cette pièce-là. Depuis combien de temps nous maillons? Absolument. Souvent dans un couple, depuis quand on nous maille, c'est le tabac encore. Mais exactement. Et d'ailleurs, prochaine pièce là, c'est
et plus c'est affinité. D'accord. Vous savez, une journée de la femme, oui. Il y a un bruit qui a venu dire, madame, je donne ces journées de la femme, pas qu'à faire rien. Des mains, on fait tout. Et ce travail-là, on fait des mains. D'accord. C'est bien pour montrer. Oui. Mais pour revenir à la pièce, oui. Alors M. Félicien disait qu'il n'avait pas eu de difficulté à rentrer dans la pièce. C'est vrai parce qu'il est dans son rôle. C'est un enseignant. Et ce qu'il dit dans son texte, c'est ce qu'il a vécu pendant 40 ans de carrière. Donc, il est vraiment bien dans... Mais je vais le laisser s'exprimer sur son rôle. Oui. Alors, sous ce rôle-là, vous avez un rôle à deux facettes, finalement. Yes. Oui. Un rôle à deux facettes, effectivement. Une facette pour le public qui attend. Oui. Et l'autre facette où M. Félicien, c'est bien qui il est. Oui. Et qui est bien dans son rôle. Et ça vous a plu? Ah oui, énormément. Oui. Alors, comment la pièce est accueillie? Parce que je dis que je ne l'ai pas vu malheureusement, je ne peux pas en parler, puisque vous avez déjà joué quelques autres endroits. Une dizaine de fois. Une dizaine de fois? Oui. Ah bon, ça fait un grand tournée même. Alors. Et c'est la dernière, Hugues? La dernière, oui, parce qu'on va prendre aussi des vacances, oui. Comme tout le monde. D'accord. C'est peut-être pas l'été ici, mais on a besoin de vacances. Effectivement. En tout cas, on donne rendez-vous aux gens du Lamentin de la Guadeloupe. La salle est un peu petite. On va espérer qu'il y ait place pour tout le monde pour voir cette pièce. Depuis qu'il est en Noumaillé, c'est ce samedi 7 juillet, vendredi prochain, au Lamentin, à partir de 20h. Et les billets sont en vente au ciné-théâtre. Directement. Voilà. Ouais. Ou bien... chez nous aussi, mais... Ouais, directement là-bas. Voilà. Ouais. Ben, en tout cas, Hugues, merci d'être venu. Merci à Milo et à M. Hatchi, que je connaissais, mais j'avais un petit peu oublié. Alors, c'est M. Félicien dans la pièce. Et je rappelle la sortie de ce livre de Jacqueline Grégory. On a parlé des incontournables. Chimay Charette. Le Chimay Charette, le ZCL, c'est vraiment un rendez-vous culturel incontournable pour les Guadeloupéens, puisque si les autres ne tiennent pas, il n'y a rien, là, ça. Et c'est tout notre plaisir de le dire en direct. Mais c'est vrai. C'est vrai, pas mentir. Pourquoi il y a si Guadeloupe, la TV, Claire, tout ça, ils ne savent rien. Pourquoi faire des ennemis, là? Non, mais ils le savent, ils essaient de nous copier d'ailleurs. Mais ça va être difficile. Bon, merci en tout cas. Rendez-vous demain à partir de 12h30. On parlera encore du tour cycliste de Marie-Galante, mais on reçoit demain un politique, M. Jean-Marie Hubert, puisque vous savez que samedi à Bastéo, il y aura la grande foire bastéorienne. Pour la première fois, la région l'a déplacée du jardin de la région sous le champ d'Arbeau. Ça va peut-être animer la ville qui est un petit peu morte en ce moment et ce sera pas mal. On va en parler demain avec monsieur Jean-Marie Hubert qui est responsable de l'agriculture à la présidence de la région. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Réalisation Zébris, on vous donne le feu vert pour aller déjeuner si vous pour manger, si vous pour nous. Et puis sinon, on se retrouve demain. Voilà, c'est parti. Merci aussi à notre ami chroniqueuse de cinéma, Rex. Je présente.